Urgence 911. On vient d'entendre plusieurs coups de feu et des cris. On dirait que c'est juste dehors. Avez-vous vu quelque chose? Non, on n'a rien vu. On était près d'une fenêtre. À 24 km à l'est de Seattle, Washington, un homme quitte son immeuble. En se rendant au parking souterrain du complexe, il entend ce qui semble être des feux d'artifice. Il se retourne et réalise que ce n'est pas une fête. C'est une menace pour sa vie. L'instinct de Baron Lee lui dit de s'enfuir, mais il n'a pas le temps et il n'a nulle part où aller. Lee tente de se protéger avec une portière, sans succès. Un homme portant un sweat à capuche le suit autour de la portière et tire 2 fois. Lee s'effondre sur le béton et se met en position fétale pendant que son agresseur tire 7 autres coups. Le tireur s'enfuit, laissant le directeur commercial Lee, 48 ans, saigner sur le ciment. Heureusement pour Lee, il n'était pas seul à sortir par la porte ce matin-là. Des passants ont entendu ou vu les tirs et appelé le 911. Urgence 911. Je crois que je viens d'entendre 7 coups de feu. Quelqu'un crie dehors. Je suis résidente dans un immeuble et je viens d'entendre ce qui semblait être des coups de feu. Et nous pouvons entendre des cris. Apparemment, c'est devant le centre d'activité. Je viens d'entendre 7 coups de feu et j'ai vu quelqu'un courir avec un sweat à capuche vert et quelque chose de vert dans leurs mains. Et oui, il y a quelqu'un au sol. Lee a été touché 9 fois au bras, à la jambe, au torse et à la hanche. Lorsque les premiers secours arrivent, Lee est inconscient. Ils arrêtent l'hémorragie avec 3 garrots, puis l'emmènent à l'hôpital de Seattle. Lee se réveille et apprend que les enquêteurs veulent lui parler. Les détectives entrent dans sa chambre d'hôpital et lui demandent « Avez-vous des ennemis et avez-vous vu qui a fait ça ?» Lee dit à la police qu'il a vu le tireur, mais qu'il ne l'a pas reconnu. Jeune, adolescent ou vingtaine, blanc, cheveux foncés bouclés, environ 1,68 mètres, sweat à capuche gris, possiblement des gants. Il a ciblé Lee, s'est approché derrière lui et l'a attaqué par surprise. Un parfait inconnu. Aucun des appelants du 911 ne l'a reconnu non plus, mais ils ont pu le décrire aux enquêteurs. La personne qui leur a tiré dessus portait un sweat à capuche gris avec la capuche relevée, des gants de cuisine verts, et elle a ramassé ses douilles en s'enfuyant. Et tu te souviens à quoi ressemblait le gars? Oui. Donc un jeune homme clair, sweat à capuche gris. Et il avait quelque chose de vert dans la main, comme s'il tenait peut-être l'arme avec un sac en plastique. Une appelante a même fourni à la police une description de la voiture de fuite. La voiture ressemble à une Camry toute neuve, gris foncé, et elle a encore le logo Burian Toyota, avec la plaque d'immatriculation dessus. D'accord. Leur question maintenant est « Qui voudrait la mort de Baron Lee, directeur commercial de voitures âgé de 48 ans? » Vers 23h30, la nuit de la fusillade, les détectives surveillent une personne d'intérêt. Et tout de suite, leur enquête les amène à se concentrer sur un jeune homme qui, selon eux, détient la réponse à leurs questions. Joseph Good, 17 ans. Mais ce n'est qu'en octobre, 3 mois après l'attaque, que les enquêteurs s'assoient avec lui en face à face. On commence par le début. Tu veux faire quoi? Oh oui, on peut essayer. Depuis combien de temps vis-tu ici? Depuis combien de temps tu es dans cette région? Depuis toujours, je crois. Depuis toujours? Je veux dire, je me suis déplacé dans ce terrain et cette vallée, mais je resterai proche. Assez proche. Tu es un gars de Mount Vernon. Ouais. Tu as mentionné ton père, et toi? Oui, ma mère vit à l'ouest. D'accord. Tu revois encore les deux? Il s'avère que personne n'a reconnu Good lorsque la fusillade a eu lieu, parce qu'il n'est pas originaire de Bellevue. Good vient de Mount Vernon, une ville située à plus d'1 heure au nord. Ce serait un trajet long et étrange à faire pour une fusillade aléatoire un vendredi matin.
Non, les enquêteurs avaient le sentiment que ce n'était pas le cas. Ouais, donc nous venons de Bellevue. Savez-vous pourquoi nous parlons avec vous aujourd'hui? D'accord. Donc, en juillet, vers le 10 juillet à peu près, il y a eu un incident à Bellevue dont vous avez peut-être entendu parler ou peut-être pas. Je ne sais pas, il y a eu une fusillade à Bellevue. Une personne a été blessée par balle. Nous sommes donc allés enquêter. Et au cours de notre enquête, nous sommes tombés sur un véhicule. Je me demande simplement si cela vous dit quelque chose. En fait, avant même d'en arriver là, je ne savais pas. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Oui, c'est mon ami Quincy. Quincy Mendes avait aussi 17 ans à l'époque et vivait à Mount Vernon. Good ne s'en doute pas. Les enquêteurs se sont déjà penchés sur son ami. La nuit de la fusillade, l'équipe de surveillance de la police de Bellevue a été menée chez lui. Là, les agents ont repéré 4 véhicules immatriculés à l'adresse de Mendez, dont un pick-up Ford F-150 et une Toyota Camry. Mais ce n'était pas la Camry argentée qu'un des appelants du 911 avait décrite. C'était la voiture de Lee. La plaque d'immatriculation Toyota Burian provient de la concession où il est directeur des ventes. Le matin du 10 juillet, Lee s'apprêtait à monter dans sa voiture pour aller au travail lorsque Good aurait tiré le premier coup de feu. Sous la Camry de Lee, la police a découvert ce qui paraissait être un petit dispositif système de positionnement global. Bien sûr, Lee ne l'a pas mis là, quelqu'un d'autre l'a fait. Peut-être Good, ou quelqu'un guidant Good vers l'endroit où Lee devait sûrement apparaître ce matin-là. Il y avait aussi, vous l'avez deviné, des caméras de sécurité dans le parking. La police a examiné les enregistrements pour vérifier les descriptions des témoins. Un jeune homme en sweat à capuche gris, tenant un objet vert, a fui le parking juste après la fusillade. Et les caméras ont aussi capté autre chose, le véhicule dans lequel Good est parti. Pas la Toyota de Lee, mais un pick-up Ford avec un autre jeune homme sur le siège du conducteur. Il traîne parfois avec Quincy ou... De temps en temps. De temps en temps? Oui. Tu as déjà conduit avec Quincy jusqu'à Bellevue? Je ne me souviens pas. On traînait souvent ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. On ne sort plus vraiment en ville, juste parfois. Parfois, mais moins qu'avant. Quand avez-vous cessé de traîner ensemble? On traîne encore, mais moins qu'avant. Quelque chose d'important s'est-il passé? As-tu fait quelque chose qui t'a donné envie de ne plus traîner avec eux? Je ne pense pas, non, c'est juste que... Donc, comme je l'ai dit, quand on a eu cette fusillade à Bellevue, après notre retour, nous avons trouvé ce véhicule entrant dans une station-service à Bellevue. Est-ce que tu reconnais ce pont là-haut? Oui, un peu. Oui, un peu. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Ah, je ne suis pas sûr. Tu n'es pas sûr? La police en était plutôt sûre. D'autres témoins auraient décrit avoir vu le même pick-up faire le tour du complexe le matin de la fusillade. Ils ont vu le pick-up sur la vidéosurveillance de l'appartement, puis l'ont retrouvé sur celle d'une station-service en route vers Mount Vernon, où les garçons vivaient alors. Les enquêteurs ont retrouvé les informations de la plaque jusqu'au père de Quincy Mendez, à l'adresse où elle était garée le 10 juillet au soir. Lorsqu'ils ont appris que Mendez et Good étaient amis, tous les éléments ont commencé à s'assembler. Enfin, la plupart d'entre eux. Le matin de ton retour de Bellevue, tu as dit t'être arrêté à la station-service. Tu penses pas que c'était à Bellevue ou près de Bellevue? Je me suis garé. Près de Bellevue, probablement. Pas à ma connaissance. Je ne savais pas vraiment où j'étais. D'accord. Très bien. Tu ne connais pas très bien Bellevue. Oh non. J'ai travaillé à la patinoire pour une boisson, avec l'aide de ma sœur qui m'a trouvé ce travail. Patinoire. Oui. De Bellevue. Oui, ils le font probablement tous les... Quoi? Ah, celui dans le parc. Oui. Te souviens-tu où et dans quelle station-service tu as fait le plein? Bien sûr, je m'en souviens. Mais tu te souviens avoir fait le plein avant de rentrer? Oui. D'accord. Vous avez mangé ou fait une halte ailleurs? Non. Êtes-vous sorti du camion sauf pour faire le plein? Mon camion faisait des siennes. D'accord. Je suis sorti, vérifier mes liquides. Ils tournaient bizarrement. Je ne sais pas pourquoi, mais on est rentré sain et sauf. Tu te souviens si Joseph est sorti de la voiture à un moment? Pas que je me souvienne. Je me suis réveillé et il était dans le camion.
Il était avec moi tout le long. Mais quand vous étiez à Bellevue, quand vous vous êtes arrêté pour prendre de l'essence ou quelque chose comme ça, vous ne vous souvenez pas qu'il soit sorti de la voiture. Je suis sorti pour faire le plein. Je crois qu'il est allé payer, il me semble. S'est-il déjà éloigné? Avez-vous déjà été seul? Oh, non. Je ne sais pas, j'étais défoncé. J'étais défoncé. La seule chose qui me venait à l'esprit, c'était l'essence et... Ouais. Il était toujours avec moi. Peut-être tout le temps après la fusillade. Mais les enquêteurs espèrent que Mendez expliquera pourquoi ils ont pris le camion de son père et sont partis en direction de Bellevue au départ. Alors les enquêteurs lui montrent les preuves, des photos issues de la vidéosurveillance près de Bellevue et Mount Vernon, datées du 10 juillet 2020, jour de la fusillade. D'autres photos prises une semaine plus tard confirment que les deux adolescents étaient toujours amis et avaient accès au camion. Mendez admet qu'il a bien déposé Joseph quelque part le 10 juillet. Mendez s'est garé sur une colline. Good est descendu du camion et Mendez a attendu en voiture. Mendez dit aux enquêteurs qu'il était défoncé aux champignons hallucinogènes et que sa mémoire est floue, mais il sait qu'il est resté dans la voiture quand Good est sorti. Où l'as-tu déposé? J'étais sur une colline. Tu étais sur une colline. Ouais, genre en direction d'autre chose, genre vers ce qui ressemblait à un cours de tennis, je crois. Pourquoi es-tu allé là-bas? Parce que j'étais juste garé là. Il m'a dit de me garer sur le côté et j'ai dit ben d'accord, et je suis juste resté là. Il m'a dit je reviens, je vais me promener. J'ai répondu d'accord, je reste ici, je ne veux pas gaspiller d'essence. Donc je suis juste resté là à écouter de la musique sur mon téléphone, à jouer à des jeux en l'attendant. Rien. Je me suis finalement dit d'accord. Tu reconnais ce camion? Ouais, c'est le mien. Ton camion. Tu vois la date là en bas, en fait c'est un peu à l'envers, mais c'est juste un peu ironique hier. La date est inversée, le mois est au milieu. Le mois est au milieu, oui. Le 10e, est... Même si c'était le 7 octobre, ce serait hier, mais ils n'étaient évidemment pas là hier. Nous sommes le 10 juillet 2020. D'accord, oui, c'est mon camion. C'était donc votre camion qui entrait ici, sur le parking. Donc c'est juste là près de cette colline dont vous parliez, dont... Oui, j'étais là, garé sûrement ici. Et puis je suis resté là à laisser passer les voitures et tout. J'éteins mon camion, il fait des bruits, je vérifie le moteur. Ouais. Et donc, t'es arrivé ici, tu t'es garé, t'es vraiment entré, puis t'es ressorti, t'as conduit, et ensuite t'es allé te garer de l'autre côté de la colline. Après que tu te sois garé, Joseph est passé à pied. Oui. Mais Mendez reste encore hésitant à dire toute la vérité jusqu'à ce que les enquêteurs lui présentent une preuve à laquelle il ne s'attendait pas. Son propre téléphone. Alors, j'ai trouvé cette image sur ton téléphone. Sur mon téléphone. Tu vois, nous avons la possibilité de rédiger des mandats pour Apple et nous pouvons obtenir des informations de leur part. Et tout ce que tu fais sur ton téléphone va dans le cloud. Tu sais ce que c'est le cloud, n'est-ce pas? Cette photo était sur ton téléphone. Une capture d'écran prise à 12h05 le jour de la fusillade. D'accord. Oui, donc la fusillade a eu lieu à 8h24. Tu rentres à Mount Vernon. Et à 12h05, tu recherches cette fusillade, vraiment. Et tu en prends une capture d'écran. Et ensuite, tu l'as supprimé et tu l'as mis dans ton dossier supprimé. C'est là que je l'ai trouvé. Puis le lendemain matin, à 5h05, tu as pris une autre capture d'écran de la même chose. Différents médias d'information. Je n'ai pas ça. Pas là, avec moi. Mais toi, tu en as pris un autre juste après. C'est comme ça que je sais que tu sais ce qui s'est passé là-bas. En ce moment, tu sais, as-tu conduit quelqu'un à Bellevue pour commettre un crime, puis tu le ramènes de Mount Vernon. Alors, tu veux commettre plus de crimes en nous mentant sur ton implication, sur ce que tu sais ou sur ce qu'il t'a dit? Je n'en sais pas beaucoup à ce sujet. Je veux dire, qu'est-ce que Joseph ne t'a pas dit? Rien, tu vois ce que je veux dire. Il m'a juste dit d'aller à Bellevue. Il y est allé. Il a fait son truc. Et la prochaine chose que tu sais, il est revenu.
Je plane sous champi, il commence juste à dire qu'on doit y aller. Et il fait genre, regarde les infos quand tu rentres à la maison et tout ça. Et moi j'étais là, pourquoi? Des trucs comme ça. Il me dit, fais-le, c'est tout. Et moi j'ai dit, bon d'accord. Donc Joseph t'a dit de regarder les infos pour voir ce qui s'est passé. Tu savais que Joseph avait une arme? Non. As-tu déjà vu Joseph avec une arme? Non. D'accord, ne me mens pas. As-tu déjà vu Joseph avec une arme à feu? Probablement quand j'étais sous champis, ouais. As-tu déjà vu Joseph tirer avec une arme à feu? Non. As-tu vu des vidéos Snapchat de Joseph avec une arme à feu? Snapchat? Oui, Snapchat. Pas en train de tirer avec une arme. As-tu vu la vidéo de Joseph tirant avec une arme qu'il t'a envoyée le 13 juillet? Je n'ai reçu aucune vidéo, je te promets. Je peux la retrouver sur mon ordinateur portable. Sors-la. Je ne l'ai pas fait, il ne m'a rien envoyé. Je ne tire pas ici, seulement dehors sur la colline avec une arme. Sur la colline? Sur le chemin de gravier. Oh, probablement, oui. Eh bien, tu viens de dire que tu ne l'as jamais vu avec une arme. Je veux dire, oui, on a tiré avec des armes chez lui. Son père. Quel genre d'arme? Un calibre 12, un petit 22 comme une carabine. Et des armes de poing? Son père en a un gros, c'est tout ce que je sais. Et puis Joe avec le petit. De retour dans la salle d'interrogatoire avec Good, les enquêteurs espèrent qu'il avouera toute la vérité une fois qu'il verra les photos de lui dans le camion de Mendez. As-tu déjà été dans le pick-up de Quincy auparavant? Quand était la dernière fois que tu étais dans son pick-up? Je ne sais pas, il est en panne depuis longtemps. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je crois que l'embrayage a lâché. Tu sais depuis combien de temps c'est comme ça? Depuis longtemps. Je ne suis pas vraiment sûr. C'est bon, donc il y a cette photo-là. C'est plus clair comme ça? Non, rien du tout. Est-ce que je peux avoir un avocat avant de répondre à toutes ces questions? J'ai l'impression de mal faire les choses. Ça va. Les enquêteurs n'obtiendront pas encore d'aveu de sa part. Mais peut-être qu'ils n'en ont pas besoin, maintenant que les allégeances ont changé. Je l'ai dit, j'ai vu tous les Snapchats et je les ai. C'est ainsi que je sais que vous étiez là et ce qui s'est passé. Oui, je comprends. D'accord. Alors, c'est ta chance. Qu'est-ce que Joseph t'a dit? Il m'a juste dit que je devais dire n'importe quoi, honnêtement. Alors il t'a dit? Je l'ai vu. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit, mec, qu'est-ce qu'on a fait? Blablabla, après il m'a répondu, mais t'inquiète pas, ça ira. J'ai dit, mec, c'est pas normal, pourquoi? J'étais sous champé, c'est tout. Et après ça, je flippais grave. Je ne savais pas quoi faire. Je l'ai vraiment fait. C'est quelque chose d'assez sérieux. Je veux dire, Ça reste. il a abusé de votre amitié en vous impliquant, non? C'est ce qu'il a fait. Comment vous a-t-il convaincu d'aller à Bellevue? J'étais partant, j'étais sous champi et je me sentais super bien. Et il laissait juste aller à Bellevue. J'étais là, genre, mec, j'ai pas envie. Enfin, au début, j'avais pas envie. Et puis, j'étais sous champis, mec, on s'en fout. Allons-y, ça ira. T'inquiète, je paye. J'étais là, ok, j'imagine. On y est allé. J'ignorais ce qu'il avait fait, puis il m'a dit de regarder les infos, ce que j'ai fait. J'ai vu ça. Je l'ai engueulé. Je n'ai plus vraiment parlé avec lui après ça. C'est pour ça que vous n'êtes plus meilleurs amis. Oui. Oui. Les détectives ont assez d'expérience pour savoir que lorsqu'il y a une dispute entre des personnes impliquées dans un crime, l'une d'elles devient plus susceptible de coopérer. Good a demandé un avocat. Mendez a commencé à avouer. Maintenant, l'enquête repose sur un dernier détail. Le lien entre les deux adolescents de Mount Vernon et Baron Lee, le directeur commercial de 48 ans de Bellevue. Qu'avaient en commun ces trois hommes, s'ils avaient quelque chose en commun? Comme les enquêteurs vont bientôt le découvrir, la question n'est pas quoi, mais qui. Quelqu'un lui a dit de le faire. N'est-ce pas? Oui. Il a espié. Il est en train de te briser. En train de te donner une part pour être son chauffeur, en gros, non?
D'accord, d'où ça vient? Ça, je ne sais pas. Tu n'as aucune idée de qui? Il en a déjà parlé à quelqu'un d'autre? Il n'a pas parlé à quelqu'un d'autre devant toi. Quand il est remonté dans la voiture, a-t-il communiqué avec quelqu'un? Il a juste parlé du type de ce type-là. Ouais, c'est tout. Il n'a rien dit du tout. Qu'est-ce qu'il a dit à propos du type? Il a seulement dit ce type-là. Qu'est-ce qu'il a? Il a dit, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on vide le chargeur. Donc, oui, il me l'a dit. On doit faire quoi? Je n'ai pas compris. Le clip. Décharge le chargeur. Décharge le chargeur. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'il allait le descendre. Mais... Qu'est-ce que le descendre veut dire? Juste pour... Je sais ce que ça veut dire, mais je veux juste être sûr de bien comprendre. Claire, oui, pour les vidéos. Non, c'est juste comme ça. Donc, pour toi, dire cap signifie que tu vas le tuer? Ouais, non. Je veux juste qu'on se comprenne, car si tu reviens en disant « Oh cap, je voulais juste mettre le bouchon du stylo. » Ouais, non, ouais. Et l'argent? Eh bien, mon pote. Joseph t'a-t-il parlé d'être payé? Environ, probablement 5 000 juste pour m'aider. Tu as dit entre 4 et 6 000, c'est bien ça? Oui, à peu près dans ces eaux-là. Le téléchargement du téléphone par les enquêteurs avant l'entretien avec Mendez a montré que Good aurait reçu la promesse de 13 000 $ pour le contrat sur Baron Lee. 13 000 $, c'est beaucoup d'argent, surtout pour un adolescent qui travaille dans une patinoire. Les enquêteurs soupçonnent qu'un adulte ayant accès à ce genre d'argent doit être impliqué. Ou, s'il n'avait pas l'argent, il devait avoir la capacité de convaincre un adolescent qu'il l'avait. Peut-être que ce n'était pas si difficile à faire. Qui Joseph connaît-il capable de lui proposer ce travail? Lui proposer un travail comme celui-là? Qui va dire « J'ai besoin de quelqu'un pour se faire tirer dessus »? Je sais. Je vais appeler Joseph. Pas que je sache, tous mes amis sont des lycéens. Et mon équipe de voitures aussi. Mais je traînais plus avec eux qu'avec Joe. Je veux dire, à l'époque, c'était juste... Joe, mais il n'a jamais évoqué sa vie personnelle. Je lui ai toujours dit de ne pas traîner avec eux, toi non plus. Il quittait sa maison alors que j'étais là pour aller traîner avec ses grands potes. Je ne les ai jamais vus personnellement. Mendez informe les détectives que Good fréquente de mauvaises personnes et pourrait être mêlé à des activités de gang. Mais les enquêteurs ne sont pas pressés de cibler un membre de gang pour cette fusillade. Ils ont un autre suspect en tête. Ce n'est pas un nom qui vient du quartier, mais directement de leur victime, Baron Lee. Quand les enquêteurs ont demandé à Lee si quelqu'un voulait sa mort, une personne lui est venue à l'esprit. Son ex-femme, Sharon Rose Kelly, âgée de 30 ans. Lee a rencontré Kelly en 2008 alors qu'ils vivaient à Las Vegas, mais ils ne se sont pas rencontrés sur le strip. Ils se sont rencontrés sur RuneScape, un jeu de rôle en ligne multijoueur populaire sur le thème médiéval. Après des mois à discuter dans le jeu, Kelly et Lee se sont rapprochés. Finalement, ils ont décidé de se rencontrer en personne. Le couple s'est marié en 2010 et a déménagé à Washington peu après. En 2014, ils ont eu leur fils. La naissance de leur enfant aurait dû les rendre heureux, mais la relation entre Lee et Kelly restait tendue et compliquée. Leur fils a été diagnostiqué avec une forme extrême de jaunisse appelée hyperbilirubinémie, mais une erreur de diagnostic au début a entraîné de graves lésions cérébrales. Le couple a accumulé des factures médicales en plus d'un mariage déjà en difficulté. En 2015, Kelly a demandé le divorce et a obtenu la garde principale de leur fils. Lee a déménagé et a été condamné à verser à Kelly 6 000 $ mensuels de pension alimentaire. En 2017, Lee vivait dans sa voiture, incapable de payer ses factures et une lourde pension alimentaire. Kelly était apparemment également inapte à avoir la garde de leur fils, et les services de protection de l'enfance l'ont placé en famille d'accueil. Lee a travaillé dur pour se remettre sur pied, et en 2019, il a obtenu la garde exclusive de leur fils. Mais cela ne convenait pas à Kelly, autorisé à voir son fils seulement lors de visites surveillées le week-end. La nuit du 10 juillet, les enquêteurs ont immédiatement mis la maison de Kelly sous surveillance. Ils l'ont suivi depuis son appartement jusqu'à une adresse à Mount Vernon, à seulement 3 km de la résidence Mendez. Coïncidence?
Les agents ne le pensaient pas. Pensez-vous que Joseph a été envoyé là-bas pour le tuer, le tabasser ou lui tirer dessus? Ou le but était-il qu'il ne survive pas? Je ne pense pas qu'il était censé survivre, je le crois. Le fait qu'il meure ou non a-t-il une incidence sur le paiement? Je ne sais pas, je n'ai rien entendu sur l'argent. Alors, cette conversation où tu étais censé vider le chargeur, elle a eu lieu où? C'était chez Joseph? Nous étions déjà dans le camion. On conduit de chez lui jusqu'à Mont-Vernon pour aller sur l'île et il ne fait que parler, parler et parler. Pendant tout ce temps à parler dans le camion, Mendez affirme que Good n'a jamais mentionné le nom de Sharon Kelly. Votre camion roule jusque-là. Vous conduisez dans une zone où quelqu'un est abattu et tué. Et la personne qui l'a abattu et tué monte dans votre camion et vous retournez à Mont-Vernon. C'est aussi ce que j'ai ressenti. Ouais. Je veux dire, qu'est-ce que ça fait de toi? Apparemment, un mauvais gars, juste parce que j'étais sous champis et j'ai fait des bêtises. Tu connais la famille Kelly? Non. Le nom ne t'évoque rien. Famille Kelly? Non. Je connais qu'elle, mais elle est blanche et plus fine. D'après la déposition de Mendez et les mandats de perquisition de la police, Joseph Good était le lien évident entre Quincy Mendez et Sharon Rose Kelly. Et l'argent, ça a juste scellé l'affaire. Et je ne lui avais pas vraiment posé de questions parce que j'avais peur. Est-ce qu'il t'a menacé? Non, il ne m'a pas menacé. Je ne voulais juste pas d'ennui avec lui et je refusais d'être impliqué dans ses affaires. J'y ai pensé. Oui, au début, j'étais en train de paniquer. Et puis après, je me suis dit, eh bien, s'il a dit qu'il allait me donner de l'argent, je me suis dit, oh, je pourrais aider mes parents avec ça parce qu'on a des difficultés financières et c'est serré. Tu veux aussi une nouvelle voiture, non? Ouais. J'étais lui. Tu voulais de l'argent pour une voiture? Et le reste pour eux, pour les aider. Good a engagé Mendez comme chauffeur de fuite pour 5 000 $ après que la police a indiqué que Kelly avait proposé 13 000 $ à Good. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de tirer et de tuer son ex-mari, Baron Lee, au milieu de leur conflit de garde en cours. D'après les données téléphoniques et le traceur système de positionnement global que Kelly aurait placé sous le véhicule de Lee, la police pense que l'attaque avait été clairement et soigneusement planifiée sur une longue période. J'avais peur, je ne savais pas quoi faire et je ne voulais pas en parler à mes parents. Un mandat de police précise que Sharon Rose Kelly a acheté le traceur système de positionnement global auprès d'une société de sécurité. Kelly aurait donné les informations du site à Good pour qu'il puisse se connecter et localiser le véhicule de Lee, où il était certain d'être le 10 juillet avant son trajet du matin. Good s'est transféré le lien du site web le 28 septembre 2020 et a accédé au compte la veille de la fusillade. Lors de l'enquête, la police découvre que Kelly a acheté le traceur en 2015, l'année où elle a demandé le divorce de Lee. Les données de l'appareil révèlent qu'il a d'abord été localisé chez Kelly, puis à Bellevue, ce qui correspond à son attache à la Toyota Camry de Lee. Lors d'une perquisition chez Kelly, la police découvre un téléphone prépayé, 300 $ en espèces, un passeport et un revolver chargé de calibre 38 spécial. On ne sait pas clairement ce que Kelly prévoyait, si tant est qu'elle prévoyait quelque chose, mais les messages entre elle et Good montrent qu'elle était au moins déterminée à aller jusqu'au bout de son plan initial. Les données du téléphone révèlent que Kelly a contacté Joseph Good dans les semaines suivant l'attaque contre Baron Lee, déclarant qu'il ne serait pas payé tant que le travail ne serait pas terminé. Lee et Kelly, semble-t-il, sont tout aussi résilients. Baron Lee a déclaré à divers médias qu'il pense ne pas avoir été la seule cible visée par Kelly. Baron soupçonne que Kelly aurait pu préparer un plan élaboré pour vider le fonds en fiducie de leur fils qui avait été créé des années plus tôt pour couvrir d'éventuelles dépenses médicales futures. Aucune preuve ne montre que Kelly voulait nuire à son fils, contrairement à ce qu'a déclaré Lee. Cependant, les dossiers de police montrent qu'un seul passeport était dans le coffre-fort chez Kelly, soulevant la question. Kelly comptait-elle fuir seule?
Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela signifierait pour son fils de 6 ans? Sharon Rose Kelly, Joseph Good et Quincy Mendez sont tous arrêtés le 8 octobre 2020 et inculpés de tentative de meurtre avec préméditation au 1er degré et de possession illégale d'une arme à feu au 2e degré. En 2023, Sharon Rose Kelly plaide coupable et est condamnée à 13 ans de prison. Joseph Good plaide coupable et est condamné à plus de 12 ans de prison. Quincy Mendez, le chauffeur de fuite clé dans l'affaire, plaide aussi coupable. Il reçoit la peine la plus légère, soit plus de 8 ans dans un centre de détention pour mineurs.